Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sociologique. Si vous avez cliqué sur cet épisode, c'est peut-être que vous vous demandez, vous aussi, pourquoi la France rurale a voté aussi massivement pour le RN au cours de ces dernières élections. Et est-ce que simplement dire que ces électeurs sont racistes est une explication suffisante? C'est l'une des problématiques que le sociologue Benoît Coquart explore dans son livre Ce qui reste, paru en 2019. Durant plusieurs années, il s'est intéressé à comment on vit dans les campagnes en déclin du Grand Est, une région qui vote massivement pour le RN. Et d'ailleurs, les seuls moments où les médias montrent de l'intérêt pour cette région, c'est justement quand l'extrême droite y fait des scores importants. Ce traitement médiatique a participé à construire deux représentations dominantes de ses habitants. D'un côté, à gauche, on les caricature souvent comme des beaufs racistes, et de l'autre, à droite, et plus encore à l'extrême droite, on les érige en figure du vrai peuple, celui que l'on a délaissé. L'intérêt du travail de Benoît Coquart, c'est justement de dépasser ces oppositions simplistes en donnant à voir la complexité des rapports sociaux, à travers une immersion dans le quotidien de ses habitants, et ainsi en évitant d'adopter une posture surplombante. Comprendre les comportements politiques ne peut pas se limiter à des sondages ou à quelques opinions recueillies à la volée. Il s'agit ici de comprendre ce qui, dans leur expérience de vie, les conduit à se reconnaître dans le discours du RN. On parlera ainsi de leur fonctionnement clanique, de leur rapport au travail et de leur style de vie centré sur l'hédonisme, la camaraderie et l'autonomie. Le tout en tenant compte de mouvements de fond qui ont eu un impact réel sur leur quotidien, comme le processus de désindustrialisation amorcé au cours des années 1980. Ce qui fait justement la richesse de l'analyse de Benoît Coquart, c'est cette capacité à articuler ces grandes transformations de la structure sociale avec les dynamiques de groupe à l'échelle locale. L'auteur est d'ailleurs lui-même originaire de cette région et fait partie de ceux qui ont quitté ce milieu pour aller étudier en ville. Mais c'est donc dans le cadre de sa thèse de doctorat qu'il décide d'y revenir pour réaliser cette enquête. Il entretient ainsi une certaine familiarité avec son terrain, d'autant qu'il a des relations amicales avec la plupart de ses enquêtés. Mais en même temps, il dit ne plus se sentir appartenir à ce milieu. Durant l'enquête, il a ressenti une distance sociale, que les enquêtés lui ont fait également ressentir, puisqu'en tant que sociologue, il appartient désormais au pôle culturel de la bourgeoisie. Ayant moi-même ma famille originaire de cette région, et y ayant vécu, j'entretiens moi aussi un rapport ambivalent avec le milieu rural populaire. Comme le dit Didier Ribon dans Retour à Reims, notre milieu d'origine reste une part de nous-mêmes. Une part avec laquelle l'auto-analyse sociologique permet dans une certaine mesure de se réconcilier. Car lorsqu'on a été socialisé dans un premier temps à un milieu populaire rural, puis dans un second temps à un milieu urbain et universitaire, où le capital scolaire et culturel est valorisé, on traverse des mondes sociaux très différents. Le fait d'être passé aux antipodes de l'espace social crée des conflictualités dans notre identité, entre là d'où on vient et ce que l'on aspire à devenir. Cela crée ce que Bourdieu appelle un habitus clivé. Coquart explique d'ailleurs que c'est lorsque l'on ne se sent pas ajusté au milieu dans lequel on évolue que l'on développe davantage une capacité réflexive, et que l'on se fait alors spontanément sociologue. Car le désajustement produit un malaise, qui nous pousse à nous interroger sur les raisons de ce décalage. C'est aussi pourquoi les sociologues choisissent souvent des objets qui font écho à leur propre histoire. Ils cherchent à répondre à une question née d'un trouble. Coquart affirme d'ailleurs que son enquête lui a permis de se réconcilier avec le fait de s'être éloigné de son milieu d'origine. En sociologie, lorsqu'on donne à voir le rapport que l'on entretient avec son objet d'étude, on parle de réflexivité. Il s'agit d'une démarche épistémologique qui interroge les conditions dans lesquelles se produit le savoir. On entend parfois que la sociologie ne serait pas une science, car on la compare aux sciences dites exactes. Mais à partir du moment où notre objet d'étude est l'être humain,
et plus précisément l'être social, nous, chercheuses et chercheurs, faisons aussi partie de ce que nous observons. Et donc, au lieu de le nier, il semble préférable de l'assumer et d'en rendre compte pour que le public puisse exercer son esprit critique sur notre travail. D'ailleurs, même en sciences dites dures, notamment en physique quantique, on a constaté que l'acte d'observer modifie ce qui est observé. La réflexivité, c'est-à-dire la capacité à réfléchir sur soi-même, à prendre sa propre réflexion comme objet de réflexion, fait donc partie intégrante de la démarche scientifique. Et elle est d'autant plus importante lorsque l'on utilise une méthode ethnographique, qui implique un contact direct avec les enquêtés et suppose d'instaurer une relation de confiance pour que l'enquête puisse se faire. Dans le cas de l'enquête de Benoît Coquart, c'est la proximité qu'il entretient avec son terrain qui a rendu son enquête possible. Il fallait qu'il s'intègre à la bande d'amis et qu'on le considère comme un vrai pote sur qui compter. Cela passait concrètement par le fait de rendre des services, ce qui était une condition nécessaire pour que les enquêtés lui fassent confiance et se livrent à lui, ce qui se faisait la plupart du temps lors de soirées. Les entretiens formels n'auraient pas été adaptés, car il s'agit d'un groupe social peu enclin à parler de soi sur un mode introspectif. Coquart explique d'ailleurs qu'il a sans doute eu plus de facilité à s'intégrer parce qu'il présentait des affinités d'habitus avec les enquêtés, du fait qu'il ait été socialisé dans ce milieu durant son enfance. Il écrit, je cite, « J'avais le bon accent, une façon acceptable de blaguer, je crois, de boire, de conduire, de jouer au foot, de parler motocross, chasse, combine, etc. » Il faut aussi préciser que sa population d'enquête est donc composée majoritairement de personnes qui sont dans sa tranche d'âge, qui sont nées dans les années 1980 ou au début des années 1990. Alors peut-être qu'à première vue, cette enquête peut sembler très localisée, presque anecdotique, et qu'il paraît difficile de généraliser, mais on verra que son analyse permet de mettre en lumière des mécanismes sociaux transposables potentiellement à d'autres campagnes en déclin, et qui, de façon plus générale, en disent long sur le fonctionnement des groupes sociaux. L'auteur commence par faire une distinction entre deux types de milieux ruraux, ceux qui sont attractifs et ceux en déclin, afin d'éviter les amalgames comme le fait le géographe Christophe Guilluy avec sa notion de France périphérique, un mot un peu fourre-tout où l'on regroupe tous les espaces éloignés des grandes villes. À la différence des campagnes situées sur les littoraux qui attirent des touristes, des néo-ruraux, qui présentent une attractivité économique et démographique et dont on entend parler dans les médias, notamment au JT de 13h parce qu'un village a été classé parmi les plus beaux de France, ce dont on va parler aujourd'hui, ce sont des campagnes dont les médias parlent peu, parce qu'elles sont mal connues des classes dominantes qui produisent les représentations. Les habitants partagent le sentiment d'être oubliés. À ce sujet, Coquart rapporte la réaction d'une enquêtée, qui, lorsqu'il lui parlait de son enquête, s'est exclamé « Tout le monde s'en fout de nous ». Mais il faut préciser que dans la région Grand Est, tous les départements ne sont pas égaux en termes d'attractivité. L'analyse porte surtout sur des départements en déclin, comme la Haute-Marne et la Meuse, par opposition à des territoires plus dynamiques comme l'Alsace. Les zones dont il est ici question sont donc davantage marquées par la désaffection que par l'attractivité. C'est dans ce contexte que l'on comprend le titre du livre. Il y a ceux qui restent et, à l'inverse, il y a ceux qui partent. Le déclin démographique ne s'explique pas seulement par le vieillissement de la population, mais aussi par un véritable exode rural. Ceux qui partent, ce sont surtout les jeunes qui quittent ces territoires pour aller faire leurs études en ville. C'est donc le rapport que les individus entretiennent à l'école qui va être déterminant dans leur possible mobilité ou au contraire leur sédentarité. Dans les milieux ruraux populaires, il existe en fait un conflit entre les normes scolaires et les normes locales. Dans la société générale, le capital scolaire est socialement valorisé, mais dans un milieu où les cadres sont minoritaires et les classes populaires sont surreprésentées,
Ces dernières forment un entre-soi qui permet de renverser la légitimité scolaire. À défaut d'avoir un capital scolaire, on y possède un capital d'autochtonie, c'est-à-dire un capital social lié au fait d'être du coin. Il s'agit de tirer profit de son réseau de sociabilité locale pour accéder aux ressources. Ceux qui restent et qui bénéficient de ce capital d'autochtonie adoptent souvent une attitude critique vis-à-vis de l'école, parce qu'en y passant, ils ont bien vu que ce qui est valorisé, ce sont les notes et non la popularité. Ne pas avoir fait d'études longues n'est pas perçu comme un échec pour la grande majorité des gens, à condition d'avoir un emploi stable et d'être reconnu par ses pairs en devenant rapidement propriétaire et parent. C'est donc le groupe d'appartenance, et non pas l'école, qui certifie la valeur des individus. Mais parmi ceux qui restent, il n'y a pas seulement ceux qui s'y trouvent valorisés, il y a aussi les jeunes adultes précaires qui n'ont pas les moyens de partir. En fait, ils restent, mais leur autochtonie ne constitue pas un capital. Ce sont les fractions les plus précaires des classes populaires qui sont souvent en situation de chômage prolongé et qui ne disposent ni d'un capital scolaire, ni d'un réseau d'interconnaissances leur permettant de trouver un travail. En fait, ils ont eu tendance à quitter le système scolaire assez jeunes, en pensant qu'ils pourraient travailler sans diplôme. Sauf que le marché du travail a évolué par rapport à celui qu'ont connu leurs parents, souvent ouvriers non qualifiés. Aujourd'hui, les usines recherchent plutôt des ouvriers qualifiés. Ce groupe d'autochtones précaires est particulièrement stigmatisé à l'échelle locale. Ils sont souvent perçus comme des assistés sociaux et appelés cassos, car l'honneur est fortement associé au fait de travailler. Et ils peuvent être d'autant plus stigmatisés lorsqu'ils présentent des profils toxicomanes. Depuis les années 2000, la consommation d'héroïne dans la Meuse et la Haute-Marne fait partie des plus importantes en France, et ce sont particulièrement les chômeurs qui en sont touchés. D'ailleurs, Coquart explique la difficulté que cela a été pour lui d'enquêter sur ces fractions précaires, puisqu'il risquait de se fermer des portes auprès des fractions les plus établies. Il risquait d'être catégorisé comme quelqu'un de pas fréquentable. Ceux qui sont partis faire leurs études en ville partagent avec les plus précaires le fait d'être peu valorisés dans les réseaux d'interconnaissance. Mais à la différence de ces derniers, ils sont souvent issus des classes intermédiaires ou supérieures, et disposent donc d'un capital économique et culturel qui leur permettent de partir. Leur difficulté à s'intégrer à un entre-soi populaire tient au fait qu'ils occupent une position minoritaire. Les ouvriers et les employés, donc les deux catégories socio-professionnelles qui composent les classes populaires, représentent jusqu'à 3/4 de la population, alors que les cadres en représentent environ 5%. Il est important de préciser que l'on parle ici de jeunes issus de la bourgeoisie culturelle, comme les enfants d'enseignants, et non des jeunes issus de la bourgeoisie économique, qui peuvent être bien plus valorisés localement. En effet, ces derniers partagent davantage le même style de vie que ceux issus des classes populaires. Ils deviennent souvent les petits patrons locaux et entretiennent une relation de proximité avec les ouvriers, qui sont aussi souvent ses amis. En reprenant l'entreprise familiale, ils bénéficient d'une stabilité économique leur permettant d'accéder à la propriété. Ils font ainsi souvent office de modèle pour les classes populaires rurales. Mais parmi ceux qui partent pour aller faire leurs études, ce n'est pas seulement l'origine sociale qui est déterminante, mais aussi le genre, puisque Coquart constate que les filles issues des classes populaires sont bien plus nombreuses que les garçons à poursuivre des études supérieures. Comme on le sait déjà, en raison de leur socialisation, les filles ont tendance à être plus studieuses à l'école. On constate donc souvent qu'elles réussissent mieux que les garçons. Cependant, par la suite, elles ont souvent moins d'ambition que les hommes pour viser des postes plus élevés, car elles s'autolimitent. Et à cela s'ajoutent des obstacles structurels, comme le plafond de verre, qui les contraignent dans leur ascension sociale. Donc ça, c'est une chose. Mais il faut aussi prendre en compte le fait que dans les réseaux d'interconnaissance, ce sont les hommes qui occupent le devant de la scène, notamment dans la sphère des loisirs, à travers l'adhésion à un club de foot, alors que les clubs proposant des loisirs féminins sont moins nombreux et moins visibles. Dans la sphère du travail aussi, le marché de l'emploi local favorise plutôt un recrutement masculin,
dans des secteurs comme le paysagisme ou le BTP. Le fait d'avoir moins d'ancrage local et de ne pas percevoir de perspectives d'avenir pousse donc davantage les filles à partir. Le fait d'avoir abordé les différents rapports à l'école nous a permis de dresser la morphologie sociale de cet espace, c'est-à-dire de présenter les groupes qui coexistent ainsi que les relations qu'ils entretiennent. Nous avons notamment vu que ces groupes sont structurés par l'appartenance aux catégories socio-professionnelles, par les parcours scolaires, par les différences de stabilité économique, ainsi que par le genre. Ce sont des axes essentiels à garder en tête tout au long de l'analyse. Nous allons maintenant mettre en relation ces dynamiques de groupe avec l'évolution des structures à une échelle plus large. Avant les années 1980, le Grand Est était un bassin industriel important, notamment avec les usines de sidérurgie et de textile. Mais le mouvement de désindustrialisation et de délocalisation, engagé au cours de cette décennie, a conduit à la fermeture de nombreuses usines, ce qui a eu divers effets. D'une part, le déclin de l'industrie a emporté dans sa chute les grands collectifs de travail et les structures syndicales et associatives, autrement dit les cadres intégrateurs qui garantissaient le lien social. D'autre part, les fermetures d'usines ont entraîné une pénurie d'emplois, générant une concurrence accrue entre les travailleurs. Les emplois devenant de plus en plus rares, les déplacements domicile-travail se sont allongés, ce qui a entraîné une moindre connaissance du voisinage et ainsi une moindre identification au lieu de résidence. Ces mutations socio-économiques ont ainsi bouleversé les logiques d'appartenance en milieu rural. On se sent désormais moins attaché à une localité et davantage à un réseau de personnes choisies. On est passé d'une solidarité élargie, fondée sur l'appartenance à un collectif de travail et à un territoire, à une solidarité restreinte, centrée sur un groupe d'amis, devenu le nouveau cadre intégrateur où l'on se sent reconnu. On passe d'un nous large et fédérateur à un déjà-nous restreint et sélectif. Coquart s'intéresse à l'économie amicale qui régit ces clans, dans la mesure où les individus trouvent chacun un intérêt à appartenir à une bande pour accéder aux ressources. Ce que l'auteur appelle le réalisme amical ne peut se comprendre sans tenir compte de l'état du marché du travail local. L'appartenance à un groupe de personnes respectables confère une bonne réputation, qui peut favoriser ensuite l'accès à un emploi, mais aussi la possibilité de trouver un ou une partenaire. Pour cela, il faut faire ses preuves, montrer que l'on est un vrai pote sur qui compter, en étant loyal et exclusif envers le groupe, en rendant des services et en protégeant ses membres en cas de conflit. Ce qui illustre concrètement pour Coquart ce passage du nous au déjà-nous, c'est la fermeture des bistrots dans les villages, et donc le passage d'une sociabilité publique à une sociabilité privée, en faisant maintenant les apéros à la maison. L'accession à la propriété va de pair avec la possibilité de constituer autour de soi un groupe d'amis. Elle est valorisée car elle représente un signe de stabilité économique, permettant de se distinguer des cassos, ceux qui traînent dans les rues. Cette opposition entre précaire et stable se traduit dans la division de l'espace, puisque les plus précaires vivent dans les centres-bourgs tandis que les plus stables, devenus propriétaires, s'installent dans les lotissements excentrés. Les membres des clans partagent un même style de vie, centré sur la maison individuelle qui permet d'organiser la sociabilité. Ils partagent aussi la même vision des rapports entre hommes et femmes et entre salariés et patrons. À propos des inégalités de genre, Coquart montre que la formation des groupes d'amis et leur fonctionnement tendent à s'organiser autour des hommes, coupant souvent les femmes de leur sociabilité antérieure. Ces dernières occupent une position subalterne au sein des clans, notamment parce qu'elles sont souvent, entre guillemets, des pièces rapportées, parce qu'elles rejoignent souvent leur conjoint dans son village et s'intègrent à sa bande de potes. Ce qui fait qu'en cas de séparation, elles peuvent se retrouver relativement isolées. C'est aussi la structure du marché du travail local qui entretient les inégalités, puisque le recrutement y est majoritairement masculin, ce qui fait que le taux de chômage est plus élevé pour les femmes.
Ainsi, à l'arrivée des enfants, c'est généralement l'emploi du conjoint qui est privilégié, ce qui lui permet d'ailleurs de développer un réseau de sociabilité plus étendu. La réputation des femmes, quant à elle, ne se construit pas principalement par le travail, mais plutôt à travers une stabilité conjugale, puis maternelle et résidentielle. Au sujet du rapport avec le patronat, l'auteur explique qu'il existe souvent une relation amicale entre les ouvriers et les petits patrons. La pénurie d'emploi provoquant une forte concurrence, les groupes ne sont pas nécessairement homogènes socialement. Au contraire, ils peuvent rassembler des personnes qui se savent non concurrentes. Ils ont tendance à se sentir proches car ils partagent le même style de vie. Ils ont notamment en commun certains loisirs comme la chasse ou le football. Ils sont attachés à la propriété individuelle, à une forte autonomie, ainsi qu'à une division dite traditionnelle des rôles conjugaux. Il est vraiment essentiel de distinguer les ouvriers des grandes entreprises de ceux travaillant dans de petites structures, comme les artisans et les ouvriers agricoles, pour qui le patron est aussi souvent un ami. Leur proximité avec ce dernier fait qu'ils ne se voient pas forcément comme des salariés, d'autant plus qu'ils bénéficient d'une certaine autonomie dans leur travail. L'appartenance au clan implique aussi souvent un partage d'opinions politiques. À ce niveau, une adhésion publique au discours frontiste participe à la bonne réputation, car elle permet de se définir en opposition à ceux qui profitent, à l'échelle locale vis-à-vis des cassos et à l'échelle nationale vis-à-vis des immigrés. Adhérer au discours frontiste permet également de se rapprocher du pôle économique de la bourgeoisie, en particulier des petits patrons, avec qui on a vu qu'il existait des affinités et qui incarnent un modèle de réussite locale. Il n'y a donc pas de conscience de classe, puisque l'on se distingue des fractions les plus précaires des classes populaires sans percevoir le rapport de domination qui existe avec le patronat. Et justement, ce qui fait que le discours du Rassemblement national prend particulièrement bien dans ces régions, c'est parce qu'il véhicule une vision conflictuelle du monde. Coquart met en évidence une homologie entre le clivage entre la bande de potes et les autres, avec qui on est en compétition, et celui opposant les vrais Français aux étrangers. Dans les deux cas, on retrouve cette idée que le groupe d'appartenance doit être prioritaire dans l'accès aux ressources. Il faut toutefois préciser que cette orientation à droite n'est pas nouvelle. Le glissement vers l'extrême droite, qui s'est opéré dans les années 1990, prolonge un ancrage de longue date à droite, historiquement marqué par le paternalisme industriel. Ça me fait penser d'ailleurs aux usines Bata, spécialisées dans la fabrication de chaussures, dont le fondateur, Thomas Bata, avait créé une ville en Lorraine appelée Bataville. Il y construisait les maisons pour ses employés à côté de l'usine. Si ça vous intéresse plus amplement, je vous mets le lien en description d'un documentaire un peu ancien mais vraiment intéressant, puisqu'on y entend les témoignages des ouvriers qui ont travaillé et qui racontent ce qu'était l'esprit Bata, et comment sous certains aspects c'était un système assez totalitaire, au sens où il n'y avait pas vraiment de distinction entre la vie privée et la vie publique. Les ouvriers vivaient à côté de leurs supérieurs hiérarchiques et partageaient avec eux un mode de vie assez similaire, ce qui faisait qu'ils ne ressentaient pas forcément la distance hiérarchique. Mais comme le souligne un ouvrier dans le documentaire, c'est là toute l'ambiguïté du paternalisme. D'un côté, il offrait un certain confort de vie, mais de l'autre, il servait aussi à étouffer toute contestation en empêchant la formation de contre-pouvoirs syndicaux. D'ailleurs, aujourd'hui, les travailleurs des milieux populaires ruraux du Grand Est ont tendance à être assez critiques envers les syndicats, considérés comme étant à la solde du gouvernement. Cela contribue au fait que le discours de la gauche peine à convaincre. A l'inverse, le discours démagogique et anti-système du RN fonctionne plutôt bien, notamment parce qu'il dépeint les représentants des institutions comme étant déconnectés du vrai peuple, et ils vont jusqu'à remettre en cause l'existence même de ces institutions. Ce discours est d'autant plus efficace qu'il vient confirmer une impression largement partagée, celle de ne pas compter aux yeux de ceux qui les gouvernent, tout en subissant des décisions politiques qui bouleversent leur vie.
Cependant, ces observations sont à nuancer, car le taux d'abstention reste souvent élevé, autour de 25%, et il est fréquent que des personnes se déclarent sympathisantes du RN sans pour autant aller voter. Par ailleurs, même si l'opposition entre le nous et le eux se construit davantage sur des critères raciaux que de classe, des contradictions apparaissent dans le quotidien entre les affinités politiques et les affinités amicales. Coquart évoque par exemple le cas d'un enquêté qui se dit raciste tout en ayant des amis arabes qu'il considère comme faisant partie du clan. Le racisme est donc à géométrie variable. En réalité, le critère déterminant, c'est le style de vie. Un ami musulman peut tout à fait être accepté dans la bande s'il partage certains codes, comme le fait de boire de l'alcool, puisque ça va avec une certaine conception de la convivialité. Il faut aussi éviter de faire un amalgame en pensant que résider en milieu rural détermine à lui seul un vote en faveur du RN. La forte concentration de vote RN dans les territoires ruraux s'explique par la prédominance des catégories populaires dans ces zones. En réalité, c'est davantage l'appartenance sociale et le niveau de diplôme qui déterminent un vote en faveur du RN, bien plus que le simple fait de résider en milieu rural. L'âge joue aussi un rôle important, la tranche des 30-55 ans étant celle qui se constitue progressivement en électorat fidèle. D'un point de vue extérieur, on aurait tendance à considérer les communautés villageoises comme unies, mais en réalité, elles sont traversées par de multiples conflictualités. Le fait que tout le monde se connaisse s'accompagne d'une forme de surveillance, qui passe par les commérages, les ragots, et qui peut ainsi nuire à la bonne réputation d'un individu. Cette réputation est d'autant plus cruciale qu'elle permet l'accès à l'emploi. La réputation s'obtient à travers l'appartenance à une bande de potes qui permet de la protéger, de recevoir des coups de main, des pistons, mais qui implique aussi de se conformer aux normes du groupe. Cela passe par l'adoption d'un certain style de vie, qui peut paraître beauf pour le reste de la société. D'ailleurs, ceux qui décident de rester dans ces régions le font parce qu'ils peuvent vivre selon ce style de vie et être valorisés pour cela. Rester, c'est pouvoir vivre dans un entre-soi populaire, relativement préservé de la présence de la bourgeoisie culturelle, celle qui incarne les goûts légitimes et qui adopte souvent une posture méprisante à leur égard. À l'échelle nationale, ils sont dominés, mais à l'échelle de leur réseau d'interconnaissance, ils occupent une position dominante. L'épisode touche maintenant à sa fin. Je vous invite à aller lire le livre de Benoît Coquart, comme lecture pour l'été par exemple, puisqu'il est vraiment accessible et didactique. Cet épisode avait pour objectif de synthétiser les principaux résultats, mais ne donne pas à voir le matériau brut, puisque l'auteur cite beaucoup ses enquêtés, partage des anecdotes et explore bien plus en détail ce qui constitue leur quotidien. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode, et d'ici là, portez-vous bien.